Bonjour à tous, on est très heureux avec Bonjour. Frédéric aujourd'hui de vous retrouver. On a envie de faire tout un échange autour du sujet de l'aromathérapie, de la pharmacologie et tout ça dans le cadre d'un état d'esprit naturopathique. Donc bonjour Frédéric, merci beaucoup d'être présente. C'est Bonjour, vraiment merci à toi. C'est un plaisir. Bonjour à tous. C'était hyper important en fait pour moi de pouvoir te présenter, de pouvoir aussi faire une interview ensemble, un petit échange parce que tu fais partie des formatrices un peu importantes, on va dire, dans la formation, même si à vrai dire je pense que tous les enseignements sont importants, mais là c'est quand même des enseignements qui très souvent sont donnés d'une manière soit un peu superficielle, soit pas du tout, et pourtant c'est des outils qui semblent, on va dire, c'est central quoi. Je veux dire c'est capital pour un naturopathe aujourd'hui d'avoir les outils de ce que toi tu partages, tu enseignes. Donc j'ai vraiment envie que les gens puissent découvrir ces disciplines que sont l'aromathérapie et la pharmacologie. Donc justement, toi, ce qui m'intéresse, c'est que tu puisses peut-être nous partager comment t'en es venu à arriver là-dedans. Est-ce que à la base ton cursus t'a amené à conseiller des huiles essentielles ou à former des naturopathes? Non, pas du tout. Enfin, au départ, hein, parce que moi, je suis de formation, je suis docteur en pharmacie. Docteur en pharmacie, j'ai fait pas mal d'autres formations, toujours attirée par les médecines, on va dire alternatives, médecine naturelle, parce que moi, je suis un peu têtue et j'avais envie de comprendre. Et des fois, on m'amenait des choses sur la table et je comprenais pas, donc j'avais besoin de fouiller, fouiller, fouiller. Et je me suis rendu compte que, ok, la médecine qu'on appelle la médecine allopathique a ses bons côtés, mais il manque, enfin pour moi, il manquait des clés. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à aller fouiller un peu à droite à gauche tout ce qui se passait, à aller voir justement du côté de la naturopathie, à me former avec beaucoup de livres, à aller voir tout ce qui était aussi phytothérapie. Et puis, je suis tombée, j'ai glissé petit à petit, on va dire, dans l'aromathérapie, mais plus sur le tard. L'aromathérapie, finalement, ça fait qu'une dizaine d'années, alors que toutes ces médecines alternatives, je vais te dire, j'étais déjà, en fait, j'avais déjà un attrait pour tout ça, même avant de commencer mes études de pharmacie. Donc, ça commence à remonter. Et j'avais cette vision. Alors, j'ai beaucoup, enfin, j'ai travaillé dans la recherche, j'ai travaillé en officine, j'ai travaillé dans des cliniques, des maisons de retraite, dans des différents hôpitaux, notamment un certain nombre d'années dans un hôpital psychiatrique. Et pour moi, je trouvais ça complètement fou, en fait, qu'on s'arrête à une médecine allopathique. Ça, je ne l'ai jamais compris. Et je n'ai jamais compris, en fait, qu'on puisse être en guerre, en fait. Une médecine contre l'autre. Enfin, pour moi, c'est quelque chose de totalement aberrant. On a besoin de tout le monde. On a besoin des uns, enfin, la médecine allopathique, je pense que tout le monde sera content d'avoir un hôpital, un chirurgien en cas de gros problèmes. Je pense qu'on va pas aller vers les huiles essentielles ou vers des plantes. On va aller, on sera super content de trouver les urgences. À côté de ça, pour moi, la santé, enfin, est vraiment liée à la prévention. Il faut Bien sûr. arrêter de penser santé-maladie. Et c'est vraiment sur le côté préventif et puis même après soin, enfin, avec les huiles essentielles, moi j'ai trouvé vraiment la panacée. On peut vraiment faire des choses extraordinaires, mais toujours dans ce côté lien corps, enfin, j'allais dire les trois dimensions, le corps, le mental et puis l'esprit, l'âme, la connexion à soi qui est super importante. Bien sûr, ouais. Donc c'est comme ça que petit à petit, on va dire, enfin j'avais toujours cette fibre-là. L'aromathérapie, ça a été clair et net le jour où, donc il y a une petite dizaine d'années, j'avais commencé au départ étant avant de tomber enceinte, j'avais commencé à m'intéresser, mais vite fait, je vais dire un peu comme tout le monde peut-être, avec un bouquin d'aroma, ok, j'ai besoin de me détendre, qu'est-ce qu'il faut prendre, voilà, les recettes toutes faites. J'ai pris très peur enceinte, parce que une fois je m'étais trompée dans le dosage, j'ai commencé à me tartiner de l'huile végétale, mais en fait il y avait de la lavande dedans. Donc là j'ai eu peur, Mhm. j'ai stoppé. Et quand mon fils a eu 1 an, il s'est brûlé très fortement. Donc sur un motoculteur, je crois, il était à quatre pattes et puis il est venu toucher le bras sur le motoculteur et je me suis retrouvée, c'était un dimanche, sans rien. Et là, j'ai fait, qu'est-ce que je fais?
et j'avais juste l'huile essentielle de lavande. J'ai dit, on y va. On y va, on verra bien. Enfin, c'était vraiment tellement pas beau la brûlure. Et là, ça a été un miracle. Honnêtement, ça a été mais hallucinant. Ça a été déjà les cris qui se sont apaisés. Et puis Mhm. après, toute la peau en quelques jours qui s'est refaite et plus aucune cicatrice maintenant. Et je me suis dit, non, c'est pas possible, quoi. Ok, C'est on parle. statistiquement improbable sur ce genre de cas. Comment? C'est statistiquement improbable sur ce genre de cas. Ouais, et puis on y pense. Avec les huiles essentielles, peut-être pas, mais c'est vrai que de manière relativement conventionnelle, une brûlure de cet ordre, très souvent, ça va laisser une cicatrice, ou en tout cas, il va y avoir des soins qui vont prendre beaucoup plus Oui, longtemps. et puis qu'est-ce qu'on va faire? On va tout de suite, enfin, ou aller aux urgences, ou médecin pharmacie, ça va être le Tulgras, la Biafine, des choses comme ça, qui, comme tu dis, bah, ça laisse forcément des cicatrices, hein. Et puis après, j'ai fait des tests sur moi, des brûlures que j'ai mis avec l'huile essentielle, et puis des brûlures où j'ai mis, je monte au poignet parce que j'ai une cicatrice ici, et là, j'avais une grande brûlure. J'ai mis d'un côté voilà, ma biafine, mes choses conventionnelles, et de l'autre côté, les huiles essentielles. Et avec les huiles essentielles, c'est vrai que ça a été beaucoup plus rapide et zéro cicatrice. Alors que là, j'ai la cicatrice avec mon tulle gras. Donc pour moi, ça a été la première des choses, vraiment la première fois où j'ai pris conscience que waouh, déjà, c'est pas du n'importe quoi, c'est super puissant. Et je me suis dit, mais il faut que j'aille fouiller. Alors, comme je vous ai dit, je suis un peu têtue, j'ai besoin de comprendre les choses, j'ai besoin d'aller fouiller. Et là, j'ai commencé à fouiller, fouiller, et j'ai vu vraiment le côté extraordinaire de l'aromathérapie qui agit non seulement sur le côté physique, mais qui agit sur le côté psycho-émotionnel et qui agit sur le côté énergétique. Mhm. Et, et pour moi, c'est ça la santé. C'est vraiment allier ces trois choses-là. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis pas du tout contre l'allopathie, et c'est pour ça que la pharmaco est super importante. Pas la Mhm. pharmaco, pareil, la pharmaco, on peut l'apprendre en prenant un bouquin, le Vidal, ok, les effets secondaires, les effets indésirables et puis les indications. Mais pour moi, et même pendant mes études, ça n'a jamais été ça. Ça a été, je comprends. Pourquoi ce Mhm. médicament-là, il fait tel effet secondaire? Comment il agit? Comment ça se passe? C'est pas juste j'avale un comprimé, ça y est, je vais bien. Non, qu'est-ce qui se passe après à l'intérieur de moi? Et pour moi, ça a toujours été hyper important. J'ai jamais appris par cœur des listes. Pour moi, je refuse d'apprendre par cœur des choses parce qu'on a beaucoup d'autres choses à mettre, je pense, dans notre cerveau. Mais c'est savoir où aller chercher l'information et la comprendre. La comprendre, Mhm. faire du lien. Et du coup, c'est pour ça que je trouve hyper important pour un naturopathe de comprendre aussi, ben, comprendre une prescription médicale, comprendre Bien pourquoi sûr. le médecin a voulu faire ça, comment après je peux agir avec d'autres produits qui seraient plus naturels, soit en complément, soit en remplacement, mais en ayant une compréhension, pas juste, ah bah ça c'est nul, je le retire parce que chez certaines personnes, on va avoir besoin de médicaments conventionnels par rapport à leur terrain, par rapport à là où ils en sont dans le développement de leur pathologie. Et pour d'autres, on pourra voilà, agir peut-être en préventif. Mais c'est très très important du coup de comprendre pour moi le médicament conventionnel, comment il agit, et pareil, l'huile essentielle, exactement pareil, comment elle agit, pourquoi elle agit comme ça, et pas juste de prendre un bouquin et puis d'avoir des recettes. Parce que ça, tout le monde peut le faire, honnêtement. Et après, on se retrouve, ah oui, mais il y a 15 000 recettes différentes, comment je fais? Mais comprends pourquoi il y a ces recettes-là. Comprends pourquoi on met cette huile essentielle-là. Comprends par quoi je peux le remplacer. Et pareil par rapport à des médicaments conventionnels. Pourquoi j'ai mis ça? Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi à tel moment de la journée? Pourquoi je peux celui-là le supprimer? Comment ou le remplacer par autre chose? Et ça, Mhm. pour moi, c'est vraiment enfin, c'est vraiment ce qu'on appelle une médecine intégrative ou évolutionnaire, où on va aller prendre la subtilité de chaque chose et comprendre comment je peux faire pour rééquilibrer une personne à part entière par rapport à son terrain, et comment je peux aller du coup un maximum dans le préventif pour justement éviter de tomber malade.
Et en fait, c'est top là ce que tu dis parce que si tu veux, moi au début quand j'ai eu envie de te solliciter au-delà de l'aroma, puisque j'étais tellement convaincu déjà qu'on travaillerait ensemble sur l'aroma, mais il y avait ce côté aussi sur la pharmaco et je me disais depuis toujours, depuis l'instant où je suis rentré dans la naturopathie, j'entends des naturopathes qui, on va dire en public, font semblant de pas critiquer l'allopathie ou la pharmaco, mais par contre en privé s'en donnent à cœur joie, sans comprendre en fait comment ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est trop facile de dire ça sert à rien, c'est pas bien parce que c'est chimique, mais on retombe dans l'approche dogmatique qui est même justement reprochée à l'allopathie en fait. Et donc je leur dis souvent, ce qui est très important finalement, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe, à quoi ça sert ce médicament, comment il agit. Par exemple, on dit toujours les antibiotiques c'est bien, c'est pas bien, mais en fait personne ne sait les différentes classes d'antibiotiques. Au même titre que finalement les gens connaissent pas les différentes façons d'agir d'un anti-inflammatoire, etc. Donc c'est trop facile de dire c'est bien, c'est pas bien, et je pense qu'il y a aucune chose qui est complètement binaire comme ça. Il y a souvent un juste milieu, et de comprendre à quel endroit et en fonction des cas et des contextes, à quel moment en fait c'est complètement utile. Et puis peut-être justement c'est plus facile de s'inscrire dans une démarche ou d'accompagnement d'une personne qui prend des traitements quand on comprend comment agit ce qu'elle utilise pour se dire bah, qu'est-ce que je peux faire pour que son corps rayonne de la santé. Bien sûr. Puisque comme tu l'as dit, techniquement, notre travail, c'est pas de soigner de la maladie. Moi, je me suis jamais vu comme un soigneur de maladie ou un guérisseur. Je me suis toujours vu comme quelqu'un qui est une sorte de potentialisateur de l'expression de la force vitale intelligente. Et donc je me dis, quelque part, je suis pas du tout en lutte avec l'allopathie, j'adore collaborer. D'ailleurs, dans le cursus, comme tu le sais, il y a plusieurs personnes qui sont issues du monde de la pharmacie, de la médecine, des spécialistes, etc. On n'a aucun problème à collaborer, tout simplement parce qu'on veut pas faire leur travail. Par contre, comme tu le disais très bien au départ, bah, à un moment, on peut pas s'arrêter à un seul système pour accompagner les personnes. Et je pense que d'un point de vue santé publique et même international actuel, on voit bien qu'on atteint un certain niveau de limite et qu'il y a peut-être des autres solutions à venir intégrer pour qu'on puisse comprendre. Simplement, on a des camps qui s'opposent, qui veulent pas comprendre comment l'autre fonctionne. Et donc, on peut pas avoir une vision d'ensemble. Donc, c'est pour ça que je m'étais dit, c'est très important dans la formation d'avoir un module complet sur la pharmaco, de manière à ce que les gens comprennent, bah, un médicament, ça fonctionne comment. On n'est pas là pour donner des médicaments, c'est pas du tout ce qu'on va apprendre. On est là pour comprendre pourquoi, quand quelqu'un prend tel médicament, il se passe ça dans son corps, pourquoi on peut avoir des effets secondaires, peut-être pourquoi on a des contre-indications, des Mhm. spécificités, et de vraiment comprendre que tout ça, en fait, quelque part, si je n'ai pas une vue d'ensemble de ce qu'est la personne aujourd'hui avec son traitement, avec son mode de vie, avec ses modalités de pensée, son contexte émotionnel, son contexte professionnel, etc. En fait, je ne suis pas en mesure de lui donner des conseils et de le faire évoluer. Parce qu'il me manquera trop d'éléments pour individualiser et contextualiser. Donc c'est pour moi, je pense que dans le monde d'aujourd'hui, on peut pas se revendiquer naturopathe qui essaye de maximiser l'état de santé et de bien-être sans comprendre pleinement le cas de la personne qui est en face de nous, qui malheureusement est trop souvent une personne qui ne vient pas pour du préventif. Elle vient parce qu'il y a déjà des soucis. Donc elle est déjà sous traitement. C'est-à-dire que le naturo va arriver en disant, bah, soit il va bricoler et en fait, il sait même pas ce que fait le traitement, donc il sait pas l'interaction. Soit il va être vraiment dans l'opposition. Normalement, on n'a pas le droit de faire arrêter un traitement, mais certains sont vraiment dans l'opposition. Ils vont considérer que ça sert absolument à rien. Moi, je dis souvent aux gens, quelqu'un qui va se foutre en l'air, je préfère très nettement qu'il prenne un antidépresseur et qu'il s'en sorte Bien et qu'il sûr. se suicide pas, plutôt qu'il en prenne pas et qu'il se suicide. Mais par contre, la vraie question, c'est pourquoi est-ce que quand il commence à en prendre, il n'a pas d'autre issue que de continuer à en prendre. Et là, en fait, c'est là où tu parles de cette démarche intégrative et justement de dire comment on fait la bascule pour rétablir ce qui se passe dans la personne et qui fait qu'il est plus dans cet état naturellement de dépression. C'est évident qu'il est en état de dépression avec tout ce qui lui arrive, mais si on agit sur tout ça, peut-être il y sera pas. Et comment on fait pour qu'il fasse une transition et qu'il ait plus besoin de son médicament? Il verra ça avec son médecin, il aura plus besoin de prescription, etc. Mais en tout cas, il y a une démarche, je pense, d'accueil de ce que fait l'autre et de considérer que l'autre professionnel n'est pas juste un incompétent qui a envie de donner de la chimie, en Non, fait. Il peut y avoir aussi un rôle et qui est à prendre en compte pour celui qui veut travailler sur l'expression de la force vitale. non, et c'est ce que je dis tout le temps. Enfin, pour moi, le médicament est une béquille. C'est une Tout à fait. béquille. On en a besoin par moment à un moment donné. Et il faut pas que ça dure sur du long terme. Le problème, j'allais dire, en allopathie, c'est que souvent, on chronicise les gens. On sait, alors au Canada, ils sont vraiment meilleurs que nous pour déprescrire. En France, c'est le gros problème qu'on a, c'est de ne pas savoir déprescrire. Et ça, pour moi, la déprescription et aller justement vers plein d'autres choses, parce que c'est une hygiène de vie à avoir après,
C'est travailler non seulement sur l'alimentation, travailler sur la respiration, travailler sur le mouvement, mais travailler aussi sur le mental, sur la connexion à soi. Enfin, il y a tout un panel de choses à prendre en compte, mais à un moment donné, notre personne, elle en est pas là peut-être. Et peut-être qu'elle a besoin de ce médicament béquille. Et c'est après, soit ensemble avec tous les professionnels de santé, mais c'est malheureusement ce qui manque de se faire, qu'on arrive à une des prescriptions. Et pour moi, le naturopathe a vraiment ce rôle-là. Et trop souvent, malheureusement, c'est marrant parce que encore hier, j'ai un voisin qui est médecin en médecine générale et il me dit ouais, ras-le-bol, la naturopathe donc enfin une naturopathe qui est dans le coin. Elle a encore fait une catastrophe auprès d'un de mes patients. Elle arrête tous les traitements. Il était sous chimiothérapie. C'est une vraie catastrophe. Et du coup, c'est la guerre entre les deux. Et je trouve ça tellement, tellement dommage. Un naturopathe n'a pas arrêté un traitement. Pour moi, il n'a pas arrêté un traitement. Et c'est ce que je fais aussi pendant mes consultations aromas. J'ai pas à arrêter un traitement, à part certains traitements. Et c'est pour ça qu'il faut connaître. Il y a des traitements qu'on peut très bien arrêter du jour au lendemain, des choses. Je pense par exemple pour tout ce qui est douleur d'estomac, s'il n'y a pas de complications, si on a tous les examens et qu'on peut se permettre de l'arrêter, ou à la limite, le mieux, c'est d'appeler le médecin ou de voir avec la personne qu'elle voit avec le médecin d'arrêter et de mettre un complément après. Nous, de prendre le relais. Et c'est là où c'est super de travailler ensemble. Mais si on ne peut pas le faire, c'est amener du coup un complément à la personne. Je pense pour tout ce qui est toutes ces maladies diabète, cholestérol, toutes ces pathologies sur du long terme, on peut très bien agir en parallèle. La personne prend son traitement et puis de toute façon, on va voir avec les prises de sang au fur et à mesure qu'il n'y aura Faire plus la besoin jonction, hein. de... On va C'est faire ça. ça, hein. Donc, Donc, on va de prendre le relais. lui-même, le médecin va arrêter après les autres traitements. Mais il ne faut pas aller en confrontation. Enfin, on n'est pas dans une guerre, en fait. On Bien est sûr. vraiment en train d'essayer comme tu dis, de faire ressortir la nature humaine, la puissance intérieure de chacun et cette étincelle de vie. Et c'est pas en étant dans la guerre les uns avec les autres que ça va ressortir. C'est vraiment la compréhension et la connaissance, je pense, qui peut nous faire avancer. Et j'aime bien quand tu me parles de tout ça parce que, si tu veux, c'est amusant de voir que souvent la personne de l'extérieur pourrait se dire, ouais, c'est une personne qui est dans l'énergétique, qui est dans le développement personnel, qui est dans le monde des bisounours, etc. Comme souvent on aurait l'impression. Là, on parle d'une personne, en ta personne, qui est docteur en pharmacie. Et à ma connaissance, tu as aussi un diplôme en santé Oui. publique ou quelque chose comme ça. T'es pas quelqu'un qui connaît rien à tout ce qui se passe autour de nous, au système de santé. Tu as travaillé dans des hôpitaux, dans des cliniques. Enfin, je veux dire, t'es pas quelqu'un qui est complètement, tu sais, dans sa grange, Ouais, non, non. dans sa yourte au milieu de la Lozère, qui a pas vu une voiture depuis 6 ans, quoi, tu vois. T'es une personne qui vit dans le monde, qui collabore, qui connaît le domaine de la santé actuel. C'est normal quand on est quelqu'un, je pense, de rationnel et pragmatique, d'observer qu'il y a des lacunes. Au même titre que moi, j'observe tous les jours qu'il y a des lacunes dans le monde de la naturopathie. Donc encore une fois, c'est pas pour jeter la pierre à un système, c'est pour dire il y a différents systèmes et quelque part, en fait, la force de plusieurs systèmes, c'est de miser sur là où il y a un croisement et où on peut collaborer pour créer un truc encore mieux. Par exemple, dans l'aérospatial, dans le domaine de l'informatique, etc., ou même de la médecine, très souvent, quand ils regardent des recherches qui sont faites dans d'autres domaines, mais ils peuvent trouver des applications qui leur font faire des pas de géant dans leur discipline. Et pour ça, faut accepter de s'ouvrir, en fait. La robotique, avant, c'était un domaine, la médecine, c'était un autre. Et aujourd'hui, on apprend que des chirurgiens opèrent à l'autre bout du monde par le biais de robots ultra perfectionnés sur des opérations qui sont les seules, ou presque les seules sur la planète à savoir faire. C'est bien une collaboration qui a permis, en fait, cette prouesse, en fait, je dirais, médicale. Et donc, je pense qu'il y a tout à faire également d'un point de vue des collaborations sur le sujet de la Et santé. ouais, à tous les niveaux, parce que comme tu dis, j'ai fait de la santé publique internationale. Donc où là, il y a une collaboration vraiment avec tous les corps de métier, hein, les sociologues, les anthropologues, les médecins, les biologistes. Enfin, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Après, j'ai travaillé, donc quand j'ai travaillé à l'hôpital, j'ai travaillé en éducation thérapeutique. Donc là, une collaboration avec les patients où là aussi c'est super parce qu'il y a des personnes voilà qui ont eu des pathologies ou qui sont encore dans la pathologie, bah, ce sont les mieux, enfin les plus à même, je trouve, de parler de la pathologie et de pouvoir transmettre des choses parce qu'elles ont le ressenti en plus.
Et j'ai aussi un diplôme en pharmacie clinique, où là, c'était une collaboration médecin-pharmacien. Donc ça aussi, il y a quelques années en arrière, on n'y croyait pas. Parce que le Pas médecin du tout. savait, enfin voilà, aller poser son diagnostic, donner les médicaments. Et là, l'idée, c'est le médecin pose le diagnostic, le pharmacien vient pour prescrire le médicament. Et voilà, là où j'ai bloqué, c'est pour ça que j'ai quitté il y a peu ce monde de la santé publique, hein, on va dire, c'est que j'avais réussi à intégrer les patients, les médecins, les pharmaciens, et justement, j'avais envie d'intégrer toutes ces autres thérapies. Et là, ça ne s'est pas fait. Enfin, je pense que c'était un peu trop, peut-être novice, ou en tout cas, Précurseur. il y a d'autres parties, enfin, je sais qu'en Suisse, ça se fait, dans des pays nordiques, ça se fait. Il y a quelques centres, peut-être un peu dans le sud, où ça se fait, mais en tout cas, ici, c'était un peu trop novice. Donc, j'ai préféré me reculer et faire cette collaboration moi-même, du coup, et je collabore toujours avec des médecins, avec des énergéticiens, des naturopathes, des phytothérapeutes, et j'aime bien justement cette collaboration. Et on n'a pas la science infuse. Il faut aussi savoir que des fois, ben, on bloque. Il y a la personne qui est en face de nous, on bloque. Il ne faut pas avoir honte de bloquer, de dire, ben là, je ne sais pas. Je vais appeler un confrère ou je te réfère à telle ou telle personne. Et je pense que c'est important aussi de ne pas croire qu'on peut tout faire. Ça nous arrive de bloquer parce on ne sait pas ce qu'a la personne, parce qu'on n'y arrive pas, parce que ça ne passe pas aussi des fois au niveau énergie avec la personne. Il faut savoir aussi, voilà. Il faut savoir ses limites. Et moi, j'ai souvent tendance à rappeler aux élèves inlassablement, et puis également dans des vidéos YouTube ou autres, l'idée, c'est vraiment de dire aux personnes, l'expertise, c'est pas de tout savoir. Un vrai expert, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il sait, qui sait ce qu'il sait pas, et qui sait, en général, relativement bien où trouver et auprès de qui trouver ce qu'il sait pas, en fait. Et c'est là où c'est essentiel, en fait, de dire, voilà à quoi vous êtes formé. Vous n'êtes pas formé à telle partie. Là, c'est intéressant d'en référer. Par exemple, le truc le plus simple qui est essentiel dans la collaboration naturopathe-médecin, par exemple, imaginons un trouble digestif, bah, c'est très délicat quand la personne dit j'ai mal au ventre, pour elle de savoir exactement où elle a mal. Parce qu'on sait tous que la connexion système nerveux entérique, nerf vague, elle est parfois biaisée par rapport à l'ensemble des médicaments qu'on a pris jeunes pour couper ce message de douleur dans le ventre. Donc la personne a parfois du mal à dire à quel endroit et comment. Donc c'est difficile pour nous de dire bah, c'est plus son côlon gauche, son côlon droit, son intestin, son duodénum. On a du mal à le savoir puisqu'elle-même a du mal à le décrire. Par contre, le médecin pourra poser un diagnostic extrêmement précis, potentiellement préconiser des traitements allopathiques vraiment symptomatiques, éventuellement de la chirurgie, etc. Mais l'avantage du diagnostic du médecin, c'est que nous, ça nous permettra de dire, bah tiens, c'est une information complémentaire à notre enquête, parce que là, il explique qu'en fait, c'est la jonction iléo-sécale qui est enflammée. Et là, on pourra se dire, ah bah tiens, nous, dans notre référentiel naturopathique, lorsqu'il y a ça, ça peut être des zones réflexes de la sphère ORL, ça peut être des oxyures en parasitologie, ça peut être, il peut y avoir plein de choses. Mais du coup, il y a une belle collaboration qui se fait à ce niveau-là, et on peut renvoyer les informations, et tout à fait, la personne peut les amener à son médecin. D'ailleurs, bien souvent, c'est pas le médecin qui les refuse, c'est parfois plus la personne qui n'ose pas parce qu'elle se dit, je peux pas amener des informations qui viennent pas d'un autre médecin à mon médecin, mais ça peut être tout à fait intéressant d'être dans l'échange. Et donc je pense qu'effectivement ces collaborations, elles ont tout intérêt à exister parce que c'est pas les mêmes métiers et quelque part, on peut pas passer des années à étudier quelque chose avec une vision et prétendre savoir comment les autres avec une autre vision font en fait. C'est impossible, c'est totalement différent, c'est juste pas du tout possible. Comme quand on raisonne dans une langue, c'est très difficile d'adopter exactement la culture de quelqu'un qui n'a pas la même langue parce que la structure des phrases va impacter notre schéma de pensée, etc. Donc c'est très intéressant. Je pense aux Thaïlandais qui ont du mal à mentir, par exemple, parce qu'il n'y a pas les mots correspondants dans leur vocabulaire. C'est juste culturel et donc c'est exactement pareil dans tout ce qu'on va apprendre et qui va faire de nous la version de nous-mêmes professionnelle que l'on devient. Donc c'est Ouais, ouais, et puis important. avoir à l'idée, justement, tu me fais penser, cette unicité. Et c'est très très important aussi de prendre en compte l'unicité de la personne qu'on a en face de nous et pas de se dire bon ben voilà c'est je pense lié aux problèmes intestinaux bah du coup il va falloir manger ça. Non, j'en sais rien moi. Je peux pas te donner de recettes toutes faites tant que j'ai pas discuté avec toi, tant que je sais pas
qui tu es, d'où tu viens, comment tu vis, quel est ton environnement. Et je trouve que c'est aussi très important, du coup, d'avoir ça à l'esprit et c'est encore, enfin mieux, on arrive encore mieux à cerner la personne quand on est à plusieurs en fait à voir la personne. Et effectivement, ce diagnostic médical, on pourra dire tout ce qu'on veut, un médecin fait un certain nombre d'études quand même pour connaître le corps humain. Et Bien sûr. ça, on peut pas le retirer, quoi. Souvent, je dis à des naturopathes qui critiquent beaucoup les médecins, je leur dis, tu sais, n'essaye même pas de parler de physiologie avec eux. Alors, bien sûr, ils ont une vision physiologique allopathique, donc avec la Oui, résultante du raisonnement. Mais ceci dit, je dis, mais vous aurez jamais le niveau. Honnêtement, c'est impossible. Il faut vraiment bosser la physiologie pendant des années pour avoir ce degré de précision que va avoir le corps médical, notamment les médecins. Donc, c'est tout à fait normal de comprendre qu'ils ont la capacité de poser des diagnostics quand nous, c'est pas notre travail. Nous, notre travail, c'est comprendre les grands mécanismes qu'il y a dans le corps et pourquoi ouais, quelque chose s'exprime de cette manière, et donc comprendre derrière quels sont, pour obtenir cette cause, enfin cette conséquence, quel est l'effet qui découle de quelle cause et de combien de causes, etc. Et là, on va nous décortiquer, remonter notre pelote de laine toute embrouillée, et puis petit à petit aboutir à des potentielles causes et éventuellement travailler là-dessus pour libérer ce qui entrave la pleine expression de la force vitale. Mais c'est vrai que c'est très intéressant d'avoir les explications complémentaires d'une personne qui a un diagnostic médical, etc. Parfois, on se rend compte qu'en fait, ce qu'il nous dit, bah, c'est pas ce que la personne a pu observer par des mm, examens. Parce que c'est difficile parfois pour les gens, on leur a pas appris à bien sûr. s'écouter. Et donc, même si on essaye de leur poser des questions, moi je me souviendrai toujours de mon tout premier professeur que j'admirais énormément, Robert Masson, et il disait en fait, partez du principe que les gens vous mentent, mais pas par méchanceté, simplement parce que des fois c'est difficile de dire ce qu'on fait vraiment en ayant l'impression qu'on va être jugé, ou alors même s'ils nous font confiance, parfois c'est difficile de dire bah oui en fait je grignote toutes les 2 heures, je me tape des paquets de chips en dehors des repas. C'est Ouais, difficile pour la personne de des fois, c'est difficile aussi de se livrer et de, comment dirais-je, même quand on sent un ressenti, lui, quand il disait, partez du principe qu'ils vous mentent, c'était pas seulement, ils veulent vous mentir, c'est aussi, peut-être eux-mêmes ne savent pas exactement, donc leur information n'est pas la réalité. Pas toujours. Et ça, c'est important d'apprendre à le décortiquer. Bon, là, dans la formation, on a des outils techniques de coaching, on a des outils pour travailler au niveau des libérations émotionnelles, etc. C'est très utile aussi pour éviter les biais, en fait, qu'on peut avoir au niveau du conscient. Mais malgré tout, c'est intéressant d'avoir d'autres informations extérieures. Donc, un diagnostic médical qui a été posé, c'est vraiment cool. Les antécédents, les choses comme ça qui se sont passées, ça fait partie de l'enquête, bien. hein, donc c'est très important. Et justement, toi, Frédéric, sur le sujet de Ouais. l'aromathérapie, aujourd'hui, comme tu dis, on voit beaucoup de choses où les gens vont avoir des listes ou bien des recettes toutes faites au travers de livres. Hein. Je pense à Daniel Festi, tous ces livres très connus, la Bible de l'aromathérapie, toutes ces choses-là. C'est vrai qu'on les a tous regardés un jour ou l'autre, au moins à la Fnac ou dans une librairie. Et la plupart, on les a dans nos armoires, quoi, enfin dans nos étagères. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est quand on veut devenir un professionnel qui vise à maximiser cet état de santé, est-ce que ça suffit ce genre de choses ou est-ce que justement ce qu'on appelle l'aromathérapie scientifique, les tests pour définir des profils, etc., à quel niveau en fait ça joue un rôle dans la finesse de notre conseil, dans la puissance du résultat qu'on obtiendra? Honnêtement, toutes ces recettes que l'on peut trouver, il y a des foisons de livres hein, maintenant, elles sont pas fausses, mais il faut les adapter à chaque personne. Pour moi, on reste vraiment sur du superficiel. C'est comme si tu mets un pansement sur une plaie sans aller nettoyer en dessous, quoi. Ok, ça va faire du bien 2 secondes, mais comme je le disais tout à l'heure, pour moi, on a besoin d'agir déjà au- à 3 niveaux, hein, au niveau physique, au niveau mental et au niveau énergétique. Et, euh, et pour ça, on a besoin bah, de prendre en compte l'unicité de la personne. Comprendre du coup déjà entièrement la personne et de savoir, on peut prendre par exemple 3 ou 4 personnes différentes, la même recette, ça va être la même recette, mais on va l'adapter.
On va mettre plus d'une huile et moins d'une autre et on va l'adapter. Et donc, c'est très, très important de connaître, ben, justement, comme tu dis, la chimie, de voir les chémotypes, c'est-à-dire de savoir ce qu'on a à l'intérieur d'une huile essentielle. Je pense par exemple à l'amande poivrée, on pense toujours menthe poivrée, menthol, menthone. OK. À part qu'une menthe poivrée qui vient d'Inde ou une menthe poivrée qui vient de Hongrie, c'est pas les mêmes proportions. Donc, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux le plus de cétone ou plus d'alcool? Et c'est très important. Donc, on peut pas dire menthe poivrée. Et là, une menthe poivrée, par exemple, du nord de la France, elle a, elle a de la menthol, enfin, menthol et menthone en petite quantité et elle va avoir un oxyde en grande quantité. Donc là, ça va être plus du tout pour enfin voilà, le côté douleur, mais ça va être plus pour le côté respiratoire. Donc, c'est bête, moi, je trouve, de réagir en nom de plante, hein, même si on le fait, même s'il y a le côté aussi, l'énergétique de la plante qui joue, mais on a besoin aussi de savoir ce qu'on a à l'intérieur de l'huile essentielle pour pouvoir bah, agir et donner ce qu'on veut. Donc, il est important de connaître les molécules. Donc, comme la pharmaco, hein, ça sert à rien d'aller vraiment dans le détail, d'aller connaître enfin voilà, tout. On va pas faire 5 ans d'études sur la chimie ou sur la pharmaco, mais c'est vraiment intéressant de comprendre les grandes lignes, de savoir du coup pourquoi je vais mettre une huile plus qu'une autre, comment je vais la doser dans ma synergie, parce que l'idée, ben, pour pouvoir équilibrer un terrain, euh, en règle générale, il faut une synergie et pas une seule huile essentielle. Et en fonction de la personne, quelles sont les huiles qui lui correspondent ou pas. Alors je pense là, j'ai discuté récemment avec une dame qui me dit oh, de toute façon ça marche pas l'aromathérapie. Je dis ah bon? Elle me dit non mais moi j'ai problème de sommeil. Mon pharmacien m'a donné de la camomille et ça marche pas. Ben, je dis forcément ça marche pas parce que vu son tempérament, c'est pas la camomille qu'il fallait quoi. Elle était pas dans son Donc temps, bien sûr. Donc là, il y a aussi l'individualisation. Au-delà de la connaissance des chémotypes, c'est la manière dont on va les appliquer, où on va essayer de structurer la ouais, composition qu'on va utiliser en fonction des tempéraments, des fameux tempéraments hippocratiques, des et, tempéraments ouais, ayurvédiques ou des choses comme ça. On peut se permettre justement d'orienter et de vraiment préciser. Et c'est là où, comme tu disais, il est impossible au travers d'un livre. Si on vous dit pour tel problème, vous mettez telle combinaison d'huile essentielle, ça ne prend pas en compte votre spécificité, votre tempérament, puisque c'est le livre, sûr. il Et s'adresse à tout puis, le monde. je vois, moi, des personnes que je suis, on va faire une synergie, et puis la synergie, ça va pas être la même, même sur toute l'année, en fait. Elle va évoluer au fil du temps. Mhm. Ce qu'on cherche, c'est l'équilibre, Bien de sûr. toute façon. On cherche à ce que la personne, on a ce pouvoir d'auto-guérison, et les huiles essentielles, on va pas aller chercher, on va aller au début chercher peut-être à retirer un problème, mais après, on va surtout chercher à redonner le pouvoir d'auto-guérison au corps et à ce qu'il retrouve son équilibre. Donc, on peut pas rester figé sur une même synergie. Ça va évoluer au fil du temps. Donc, Et justement, je pense à tous les naturopathes qui aujourd'hui se font former. Tu sais, c'est des petites formations en ligne. Ça existe beaucoup. Alors, c'est plus ou moins coûteux, hein. Certaines coûtent plusieurs milliers d'euros, mais en général, ils reçoivent des PDF, quelques audios. Ils n'ont pas vraiment cours avec un prof qui leur apprend. C'est un petit peu le défaut, je dirais. Et surtout, souvent, c'est très introductif. Et je sais qu'ils sont très très nombreux à nous regarder sur la chaîne, à nous solliciter dans l'école pour dire est-ce qu'il sera possible d'avoir justement une sorte de module de perfectionnement. Et moi, je m'étais dit que effectivement, là, dans ce qu'on est en train de proposer ensemble, on va sur quelque chose où, honnêtement, à la fin, vous savez vraiment quasiment tout sur l'aroma. Libre à vous d'apprendre tout par cœur si vous avez envie. Mais en tout cas, vous avez vraiment des bases qui sont très scientifiques, avec la capacité d'individualiser sur différents plans. Donc ça, je pense que ça pourrait, enfin, tu me dis si je me trompe, Frédéric, mais en tout cas, ça serait très intéressant pour ces personnes qui auraient envie de perfectionner des connaissances un oui, petit peu livresques. honnêtement, enfin, moi, je sais que une fois qu'on a tout ce que je peux donner, on est, enfin, il y a plus de soucis. Donc, on peut encore se servir des livres parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, ça sert à rien de tout connaître par cœur. Il faut savoir où aller chercher l'information. Mais par contre, on fait pas bêtement, je dirais, une préparation. On sait pourquoi on l'a fait, on sait comment on l'a fait, on sait l'adapter à la personne. Et une personne qui va suivre les modules que je propose, honnêtement,
elle est autonome après pour prescrire de l'aromathérapie et suivre une personne en aromathérapie avec maintenant, voilà, je commence à avoir du recul avec des très très bons résultats. Bien sûr. Après, si on veut aller plus loin, on peut devenir ingénieur chimiste, on peut devenir pharmacien pour aller plus loin sur les molécules dans le corps, comment ça se passe, la pharmacodynamique, la pharmacocinétique, etc. Mais honnêtement, dans le cadre d'une pratique naturopathique d'accompagnement de l'individu, où l'aroma est un outil qui permet d'aller plus loin, d'agir sur d'autres sphères, de d'autres manières, parce que c'est aussi une autre manière d'agir. Je pense au psycho-émotionnel. Bien sûr, on peut faire un travail sur soi, mais peut-être que l'aroma peut aider Ah, également, c'est complémentaire. Et puis peut-être que le travail sur les carences nutritionnelles aussi, peut-être que l'exercice physique aussi. Et avec cet ensemble, finalement, on obtient un résultat qu'on n'aura jamais juste en disant bah il faut manger ça, ça, ça. Comme souvent je l'entends, bah tu vas mal parce que ouais. tu manges pas tout cru et tout végétal. D'accord, mais enfin il a l'air décharné, frileux, extrêmement frileux, très très pâle. C'est pas un profil où ça va l'améliorer de commencer par ça. Peut-être qu'à terme ça pourrait lui convenir, mais en tout cas là tout de suite je suis pas sûr que ça l'aiderait beaucoup. Donc du coup c'est intéressant je Ah pense oui, d'avoir ce panel d'outils pour des thérapeutes qui sont déjà installés en cours de formation ou bien sûr ceux qui vont suivre le cursus avec nous ou les modules à la carte. Je pense que ça fait partie des outils très intéressants et il y a une belle complémentarité entre la pharmaco et la partie aroma également, hein, pour comprendre justement les interactions avec les plantes, les potentielles contre-indications, oui. Et etc. justement, je vais appuyer. Pour moi, l'aroma, c'est, comme je disais, super, mais c'est pas la baguette magique. Ça reste un outil. Et c'est un outil, je vois, je fais des Mhm. accompagnements en santé holistique, hein, où je suis les personnes de A à Z. Et comme tu dis, on travaille sur tout le côté physique, sur l'alimentation, sur la manière de respirer, la manière de bouger, comment tu t'hydrates, comment tu dors, mais également sur tout le psycho-émotionnel avec différents outils. Et les huiles essentielles, moi là, ce que j'adore avec les huiles essentielles, et je le répète, ce n'est qu'un outil, mais c'est qu'elles soutiennent du coup les trois niveaux. Elles soutiennent, je le répète, le corps physique, elles soutiennent le côté psycho-émotionnel, elles soutiennent le côté énergétique. Et c'est ça qui est génial. Mais par contre, il ne faut pas, ce que je dis tout le temps, faut, quelqu'un qui continue à manger des choses qui seraient pas cool pour elle et qui prend de l'aromathérapie, ça va pas changer grand-chose. Si- Ça peut l'aider un peu, mais au moment où elle arrête l'aroma, dans tous les Ouais, cas, elle reste dans enfin, l'état pour qu'elle moi, était. quelqu'un qui va, ouais, je vois, parce que j'ai des femmes, par exemple, qui veulent perdre du poids, elles pensent que l'aromathérapie va tout faire. Non, c'est un soutien. Ou j'ai des pathologies, enfin diverses pathologies, si je ne change pas toute mon hygiène de vie, l'aromathérapie va être un booster et va être un soutien en fait. Et ce qui est génial, comme je disais, elle travaille aussi au niveau énergétique, donc elle travaille aussi sur l'inconscient. Donc forcément Mhm. qu'elle aide, mais elle ne fait pas tout. Et c'est pour ça que c'est très très important de comprendre l'aromathérapie, de la connaître pour moi, pour pouvoir vraiment individualiser. Mais c'est comme, j'allais Bien sûr. dire, comme l'homéopathie. On peut regarder un livre d'homéopathie, bon, bah, prends tel granule, ça fera pas grand-chose. On a besoin d'individualiser, mais comme beaucoup, en fait, comme tout, hein, comme les fleurs de bac, comme beaucoup de choses. Bien Et sûr. c'est vrai que l'aromathérapie est devenue un peu en vogue, un peu à la mode. Du coup, on trouve des bouquins de partout. Tout le Mhm. monde en achète et on fait un peu n'importe quoi. Et ça devient même une catastrophe, je trouve, écologique. Parce qu'il faut se rappeler qu'il faut des tonnes, en fait, de fleurs, de feuilles pour faire un flacon d'huile essentielle. Et il faut l'utiliser à bon escient. Et ce qui est génial, c'est que dès la première goutte, elle peut être active. Donc ça sert à rien d'en Mhm. faire n'importe quoi. Parce que quand on voit là le nombre de flacons d'huile essentielle qui est vendu, bah, tout le monde devrait être en pleine forme, en fait, si on l'utilise correctement. C'est clair. C'est clair. Surtout vu la puissance que ça a, parce qu'on sait à quel point on nous met tout le temps en garde contre les contre-indications de l'aromathérapie, les dangers pour tel ou tel public sensible. Mais c'est vrai qu'il y a des cas où c'est grave. Mais enfin, franchement, entre nous, c'est parce que c'est extrêmement puissant. Ça n'aurait aucune action. Vous pourriez tous avaler des flacons n'importe laquelle, que ça ferait rien. Le problème, c'est que c'est très 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 puissant. Ça nécessite d'être utilisé à bon escient. Et je partage complètement ton point de vue, Frédéric. C'est que à un moment,
il faut penser d'un point de vue écologique pour l'humain, écologique pour la planète, et puis Oui, surtout durable. Et vouloir consommer, acheter des trucs d'huile essentielle pour les avoir dans son placard, alors certes c'est bon pendant des années, mais pour montrer à ses amis qu'on en a, leur mettre une petite goutte sur un sucre, un machin, mais juste pour faire joli alors que ça sert à rien, ben c'est encore des plantes et des plantes et des plantes coupées, raffinées, enfin raffinées, on s'entend, hein. En tout cas elles ont été traitées pour extraire l'huile essentielle. C'est encore énormément d'énergie qui a été dépensée et du transport, etc. pour un flacon qui reste dans un placard. Donc le but c'est qu'il y ait une finalité. Si on en a besoin, qu'on l'utilise pour de vrai. Alors autant qu'on se forme bien et autant qu'on en fasse quelque chose et que ça soit utile. Et justement, j'avais une dernière demande à te faire avant de te libérer. C'était finalement les personnes qui me disent parfois, bah écoute, moi c'est bon, j'ai un certificat d'aromathérapeute, enfin en tout cas un certificat en aromatologie en règle générale, puisque c'est pas des thérapeutes vu qu'ils n'appartiennent pas au corps médical. Et les personnes me disent voilà, et je lui dis mais du coup tu l'as fait où? Bah je l'ai fait en ligne, c'était 3 vidéos de 10 minutes avec une dizaine de PDF et la liste de toutes les huiles essentielles principales, ou bien une demi-journée ou une journée. Est-ce que tu partages mon avis? T'es pas obligé, mais qu'il faut quand même un certain temps pour s'imprégner de tout ça. Il faut prendre quand même le temps, ne serait-ce que un petit peu d'étaler ça sur une période pour expérimenter étape par étape. Et puis il y a tellement de choses différentes à voir que sinon c'est simplement du bourrage de crâne et en tout cas on va survoler. Moi pour moi c'est quelque chose qui s'apprend en s'autorisant à avoir du temps. Parfois on apprend un peu, on laisse passer un mois ou deux. On va réapprendre un petit peu sur des choses complémentaires. On va encore expérimenter. On va se rendre compte. Et petit à petit, on monte en compétence et on devient praticien. Et on n'est pas seulement en fait une espèce de bibliothèque intellectuelle de la liste passeport santé des propriétés des non, huiles mais essentielles. je suis tout à fait d'accord avec toi et même moi, avec les bagages que j'avais en chimie, du coup, de par mes études, ben, il m'a fallu quand même du temps pour être à l'aise avec l'aroma, pour savoir, il faut tester. J'allais dire, c'est comme la cuisine, quoi. Oui, tu peux faire un gâteau, prendre la recette, c'est cool. Mais si après, tu arrives à bien mélanger les ingrédients, à rajouter des petites subtilités, là, tu vas faire vraiment de la bonne cuisine, quoi. Et voilà, il n'y a pas de secret, hein. Quelqu'un qui cuisine bien un plat, c'est parce qu'il l'a fait, refait, rataffé, remis des petites choses. Et c'est pareil. Et du coup, ça me fait penser, ok, il y a les huiles essentielles et on oublie toujours les complémentaires, les huiles végétales aussi, qui ont aussi beaucoup de propriétés. Et il faut se les approprier aussi. Donc, moi, je sais que je suis plus dans cette méthode des petits pas, j'allais dire. Commencer par s'approprier des huiles végétales, tester différentes huiles végétales, commencer après petit à petit, pourquoi pas euh, pour le ménage, pour mettre en cosmétique aussi, hein, pour pouvoir, parce que ça fait partie aussi, je pense, de la santé, hein, tout ce qu'on peut se mettre. C'est des trucs qu'on va apprendre, c'est tellement essentiel de savoir aussi les Mm, différents usages. Parce que souvent les gens pensent mm, ingestion ou application cutanée. Mais en réalité, il y a plein d'endroits où on peut utiliser les huiles essentielles qui sont très bien en diffusion, en stick olfactif, dans le ouais. ménage, en En cosmétique cuisine, évidemment, faut mais faire de plein la plein de cuisine choses. santé. Et petit à petit, et commencer, enfin voilà, il y a des tonnes d'huiles essentielles. On se rend compte que ben, une personne, honnêtement, avec une dizaine d'huiles essentielles, en fonction de son tempérament, ben, bien sélectionner les huiles qui nous correspondent, une dizaine, ça suffit largement. On peut faire déjà beaucoup de choses. Et puis y aller petit à petit. Et puis connaître vraiment ben, les contre-indications, parce qu'on nous fait peur, mais c'est toujours pareil, le principe de précaution, alors qu'en fait, voilà, bien utiliser avec, quand on est formé, qu'on sait bien les utiliser, il n'y a pas de risque. Donc, bien utilisé dans les bonnes quantités, bon dosage, on peut y aller, on risque pas. Alors, au pire, ça va rien faire. Voilà. Mais là où ça va pas, c'est quand on a, comme tu dis, des formations. Moi, je conseille, à la limite, prenez un bon bouquin, quoi. Prenez un bon bouquin. Exactement. En fait, c'est soit tu fais une vraie formation qui dure vraiment un certain temps, un truc très qualitatif. Pour ceux qui s'intéressent à ça, qui veulent en savoir plus sur ce qu'on va proposer, je mettrai les liens sous la vidéo. Vous pourrez regarder le cursus complet de l'école, ainsi que les modules avec Frédéric qui peuvent être suivis à la carte. Et on organisera certainement des masterclass de perfectionnement ensemble pour des personnes déjà praticiennes, etc. Mais en tout cas, euh, renseignez-vous, regardez, mais quitte à acheter une formation où vous recevez 5 PDF, où c'est du copier-coller de chez Passeport Santé ou Wikipédia ou je ne sais quel site sur Internet, franchement, achetez-vous un livre de base.
et vous aurez les bases avec certaines précautions, etc. Mais vous vous ferez beaucoup moins de mal et surtout vous prétendrez pas être un praticien quand en réalité vous avez des connaissances de l'ordre livresque. Parce que praticien, c'est vraiment acquérir aussi cette confiance, cette expérience, cette crédibilité. Et pour moi, ça passe par l'exposition à quelqu'un qui, cette personne-là en face de nous, elle-même, en fait, a développé petit à petit cette confiance, cette légitimité, cette crédibilité au travers de son expérience, de son vécu, etc. C'est pour ça que ça m'intéresse de collaborer avec toi, parce que tu as toute une expérience qui t'a amené là, qui crée un gros bagage derrière, qui fait qu'en fait, tu comprends que quelqu'un soit pas né dans les huiles essentielles et soit pas tout de suite convaincu, mais en tout cas, quelque part, ça s'est tellement cheminé et construit que c'est devenu, quand t'en parles, moi, j'ai à aucun moment, je sens un doute où j'ai l'impression que tu me dis, bah, je vais conseiller ça, mais je suis pas sûr, je suis pas sûr. Non, il y a une certitude, il y a une crédibilité, il y a une confiance, et ça s'apprend comme ça aussi l'aroma. Moi, je me souviens avoir appris au départ l'aroma dans certaines formations naturaux, et très honnêtement, j'ai mis 10 ans à avoir envie de Hein, je conseiller de comprends, et l'aroma. moi, je sais que j'ai formé C'est pas des sûr. naturaux qui ont réussi à prescrire de l'aroma après la formation que j'ai faite parce que Mhm. et moi aussi hein, j'ai fait des petits modules au départ pour essayer de voir mais pendant 2 ans avant de vraiment m'y mettre euh, j'avais pas confiance, j'avais peur parce que je me disais mince et puis pareil quelle huile choisir comment enfin et c'est, enfin, je trouve que c'est important aussi cet apprentissage un peu main dans la main, j'allais dire, où on peut avoir un interlocuteur, question-réponse, où on peut expérimenter avec des choses pas trop risquées au départ, et puis y aller petit à petit, mais pas se dire, ça y est, je suis aromathérapeute ou quoi, parce que j'ai suivi une petite formation, et comme tu dis, j'ai eu 5 PDF. Non, et la connaissance aussi de tout le reste, de tout ce que tu proposes, du corps humain, la connaissance de la chimie, la connaissance de tout ça va aussi faire qu'après on prend confiance. Bien sûr. Et pour moi, c'est essentiel parce que c'est le pire. Le pire, en fait, c'est de croire qu'on sait, d'essayer de transmettre un peu, mais en fait, on a appris d'une façon qui génère pas de confiance et d'une façon qui est très incomplète, qui est trop superficielle. Du coup, on est dans les raccourcis. On va dire aux gens, bah, telle huile pour tel truc, telle huile pour telle pathologie, ce qui est strictement une mauvaise idée, moi, je vous déconseille formellement. Et derrière, en fait, honnêtement, c'est même pas pour soi qu'il y a un problème. C'est l'aspect décrédibilisant, en fait, de la discipline. Et ça, c'est un énorme souci parce qu'aujourd'hui, on a profondément besoin de l'aroma dans le contexte actuel. On a profondément besoin d'une autre vision de la santé beaucoup plus élargie, comme tu le disais tout à l'heure, une évolutionnaire ou en tout cas intégrative. Et je pense que ceux qui ont envie de parler d'autre chose, bah, le minimum, c'est d'éviter de décrédibiliser cette approche pour qu'on ne dégoûte pas certaines personnes autour de nous. Non, non, et toujours se dire, toujours avoir à l'esprit cette unicité. C'est pas parce que ça fonctionne chez moi que ça doit fonctionner chez l'autre. Mhm. Et ça, enfin, on le voit aussi avec les médicaments, hein. Oh, vas-y, prends ça, ça marche bien. Mais non. Et alors qu'un médicament, pourtant, c'est, j'allais dire, une chimie de synthèse et du Doliprane, par exemple, ça va aussi bien chez un enfant que chez une mamie de 80 ans. Alors que l'aroma, c'est pas du tout ça. Mhm. Le dosage va évoluer en fonction de la personne, l'huile va évoluer en fonction de la personne. Il faut vraiment avoir ça à l'esprit. Qu'on ne peut pas, comme tu dis, dire voilà, prends ça. Par exemple, je pense à menthe poivrée pour le mal de tête, que tout le monde connaît. Ok, ça peut fonctionner, c'est vrai, c'est l'effet glaçon qui va faire que le mal de tête va passer. Mais après, il est où le problème? Pourquoi tu as mal à la tête? Est-ce que, et en laissant de l'amande poivrée, par exemple, des fois, on va empirer le Mhm. problème. Ça arrive, ouais. Mhm. Donc, il faut vraiment faire attention à tout ça et puis savoir de quoi on parle, de toute façon, je pense. Ça me paraît être essentiel. Mais tu sais, c'est étonnant, mais on est quand même dans une société avec les réseaux sociaux et autres où on n'a jamais vu autant de gens qui ne savent pas qui parlent. Euh, Ah oui, oui, on le voit sur les forums. d'ailleurs, je veux dire, ça, tout le monde s'est empressé de conseiller des huiles essentielles antivirales, etc., sans réfléchir aux gens qu'ils ont en face, qui de toute façon n'auraient pas contracté une maladie virale sans un terrain, sans un ensemble de facteurs, etc. Donc, c'est un conseil comme ça, c'est pas, en fait, pour moi, j'appelle ça un raccourci, et j'ai vraiment envie d'apprendre aux personnes à dire, on va individualiser, on va poser des questions, on va comprendre. D'abord, on mène une enquête. À partir de là, on transmet. Et enfin, vraiment, on va aboutir à un conseil, une sorte de protocole d'action d'hygiène de vie, intégrant l'aroma, intégrant peut-être de la phyto, intégrant différentes choses.
chose, ouais. Et c'est là, en fait, où on aura un super résultat. Et en plus de ça, on passera pas pour des charlots, des charlatans. Parce que tout ça, c'est extrêmement construit, c'est extrêmement scientifique également dans la démarche. C'est très rationnel. Et en même temps, c'est à la fois, il y a une part d'intuition, bien sûr, et de sensibilité aux différents outils, aux différents produits et autres. Et c'est très humain, finalement. Donc, je pense que vraiment besoin de tout ça. En tout cas, moi, je suis très, très heureux de cet échange, Frédéric. Moi aussi, J'espère que, ça m'anime toujours bah de ouais, parler de ça parce que forcément, ça donne envie quand on vit des choses, qu'on observe des résultats, qu'on rencontre des personnes qui elles-mêmes ont des résultats, qu'on conseille, que ça peut donner que envie de partager. On a envie de crier ça au monde entier, quoi, finalement. Donc c'est non, non, et puis oui, envie de voir que les gens qui utilisent, enfin, ou qui sont dans le domaine de la santé, enfin là on parle des naturaux, mais ça va être valable pour tous ceux qui s'intéressent au domaine de la santé, ben, c'est d'arrêter de faire, comme tu dis, du copier-coller de livres, de mettre du sens, un peu, du sens dans ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et derrière, enfin, je pense que si on fait ça, si on fait ce métier-là, c'est pour venir, voilà, et guérir les personnes, les soigner, leur amener du bien-être, et on veut pas juste, voilà, venir prescrire un truc parce que je l'ai lu dans un bouquin et je sais pas, et comme il y a certaines personnes qui disent, oui, mais je suis pas garante du résultat. Ok, mais c'est facile de dire je suis pas garante du résultat, même si c'est vrai d'un côté, mais je vais quand même tout mettre en œuvre pour que la personne y aille bien. Et je pense que souvent, je dis aux élèves, quand ils me disent, mais comment je peux leur promettre un résultat? Je leur dis, on leur promet pas de résultat parce qu'évidemment, il y a une part qui dépend pas de nous. Par contre, bien, ce qu'on promet, c'est d'effectivement donner tout ce qu'on peut, donner notre maximum, faire de notre mieux, mettre tous les moyens en notre possession au service de la personne pour permettre ce résultat. Et hum, effectivement, là, c'est très éthique puisque qui peut garantir qu'avec telle ou telle huile essentielle, c'est sûr, certain, etc. Dans une non, minute, il n'y a plus rien. C'est impossible. Par contre, de dire, je vais vraiment faire un truc très précis, on va étudier, on va travailler ensemble, je vais vous conseiller. Et puis à ce moment-là, il y a aussi le travail du praticien, d'être dans le plein état de capacité de ses moyens, de sa réflexion, d'être dans un état avec des fonctions cognitives, avec des fonctions émotionnelles qui sont fonctionnelles. Tout ça, ça s'apprend aussi. Et effectivement, d'être du coup dans les meilleures circonstances possibles pour mettre tous les moyens au service de la personne qu'on a en face de nous. Et ça, on peut lui promettre en fait. Par contre, bien sûr. garantir le résultat, entre guillemets, moi j'ai pas de boule de cristal, mais Non, non, il est vrai quand même que quand on met tous les moyens et qu'on est formé de façon pertinente, le résultat, il vient. C'est très très rare qu'il n'y ait pas un résultat. c'est ça, c'est vraiment de mettre tous les moyens en œuvre et pour ça, ben, faut connaître ce qu'on fait, quoi. Faut connaître les produits qu'on utilise, faut connaître les techniques, faut pas juste je l'ai lu dans un livre et puis bon, Inch'Allah, on verra bien ce qui se passe, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est souvent ça. Hein. J'entends souvent des gens me dire, ah bah moi je suis déjà naturopathe un petit peu parce que j'ai plein de livres sur les tisanes, sur les huiles essentielles, sur tout ça. Du coup, quand les gens me demandent des trucs, je regarde puis je leur fais toute une combinaison. Et alors des fois, il y en a, ils me disent, j'ai combiné 10 plantes dans une tisane, etc. Mais il y a tu sais, c'est quelqu'un qui a de l'hypertension, on lui a filé des plantes hypertensives. Et du coup, forcément, c'est une tisane, c'est pas 10 fois de suite dans la journée pendant 5 ans, tu vois. Ça passe, mais en fait, en réalité, l'improvisation, en fait, je pense que pour pouvoir improviser, il faut être dans la pleine maîtrise de sa technique. Ouais, Parce bien qu'en fait, sûr. en réalité, les gens qu'on pense voir improviser en permanence, capables de répondre à tout comme si c'était construit, que c'était très érudit, c'est des gens qui sont dans une pleine maîtrise de leur technique et une pleine maîtrise de leur savoir-être. Et à partir de là, effectivement, tu deviens un couteau suisse qui peut répondre à tout, mais pour autant, ça nécessite un énorme travail de maîtrise au départ, et donc savoir ce que l'on dit, comprendre, et justement avoir ce raisonnement derrière, basé sur des choses qu'on a parfaitement compris. Ça, c'est essentiel. Effectivement, ça me fait penser comme dans la musique. On Exactement. voit les gars qui improvisent, on a l'impression que voilà, c'est facile. Non, c'est les plus grands musiciens en fait. C'est ça. C'est ceux qui ont capté toute la technique et exactement comme tu dis, quoi. On a besoin de comprendre ce qu'on fait avant de pouvoir aménager des choses. Cool. Bah, en tout cas, c'est vraiment une belle Non, conclusion. mais ouais.
Je te remercie Ouais, beaucoup pour cet échange, Frédéric. J'espère que ça vous a plu pour ceux qui nous regardent. J'espère que pour ceux qui sont potentiels élèves dans l'école ou déjà inscrits, vous allez être très heureux de rencontrer, de découvrir Frédéric sous ce format. Pour tous ceux qui s'interrogent, qui cherchent une formation, qui cherchent également des éléments sur devenir naturopathe, vous avez plein d'informations sur ma chaîne. Sous la vidéo, je vous mettrai tous les liens pour pouvoir assister à une réunion de présentation de l'école, découvrir les modules à la carte, découvrir l'école, recevoir la plaquette, voir les témoignages des anciens élèves, voir la liste des formateurs, etc., etc. Il y aura tout ce qu'il faut. Et puis surtout, si vous avez des questions sur l'aroma, sur la pharmaco, sur la naturopathie, des choses que vous aimeriez qu'on réévoque le sujet avec Frédéric, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que ça nous fera vraiment plaisir d'organiser un autre petit entretien pour pouvoir partager de la valeur ajoutée. Donc jusqu'à ma prochaine vidéo, prochaine interview, prochain live, ou je ne sais pas, autre format. Je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves. Merci beaucoup Frédéric d'avoir été là. Et merci à tous, hein, et puis à très bientôt. Allez, à très vite les amis.